La prochaine fois que vous en aurez l'occasion, je veux que vous fassiez une expérience. Une expérience silencieuse, profondément intime et secrète. Je ne veux pas que vous le fassiez à la hâte, avant de partir travailler sous les néons aveuglants d'une pièce immaculée. Cherchez un miroir très ancien. Pas une imitation moderne au style rétro, pas le verre fin que vous avez acheté il y a quelques années. Cherchez l'un de ces lourds miroirs d'antiquaire, ou peut-être une pièce reléguée dans la pénombre du grenier de vos grands-parents. Cherchez ce verre épais, pesant, dont les bords sont fatigués, dont les contours sont marqués par le temps, oxydés, semés de petites taches sombres, comme si la nuit elle-même s'était infiltrée sous la surface de la matière. Placez-vous devant ce reliquat du passé. Prenez une grande inspiration et regardez. Regardez-vous vraiment. Ce que vous allez voir, ce que vous allez ressentir au creux de votre estomac, va vous troubler profondément. Vous allez immédiatement remarquer une anomalie. Vous allez constater que votre peau semble différente. Elle n'est pas exposée. Elle est baignée d'une chaleur subtile, presque réconfortante. Les ombres sur votre visage sont plus profondes, plus douces, plus enveloppantes. Vos yeux capturent dans la lumière d'une manière organique, mystérieuse, avec une étincelle vivante que vous ne reconnaissez absolument pas dans votre quotidien. Vous n'avez pas changé de visage. La structure de vos os est la même. C'est la surface qui est différente. Ce vieux miroir ne se contente pas de renvoyer brutalement une image plane. Il semble avoir une épaisseur psychologique. Il semble extraire quelque chose de l'intérieur de vous, possédant une profondeur insondable et une caractéristique unique qui vous hypnotise. En le regardant, une étrange sensation vous envahit. Une nostalgie douloureuse pour quelque chose que vous ne saviez même pas avoir perdu. Et c'est exactement le cas. Ce que vous ressentez à cet instant précis, c'est le fantôme d'une époque révolue. La physique même de la façon dont le miroir capture la lumière a été secrètement altérée. Ce que nous appelons aujourd'hui notre image n'est pas la vérité absolue de la nature. Et la véritable image de l'humanité, l'image indulgente et chaude, nous a été volée. Pour comprendre l'ampleur de ce vol, pour mesurer l'étendue de la perte psychologique dont nous souffrons tous en silence, nous devons reculer dans le temps, loin, très loin de la lumière blanche de nos salles de bain modernes. Nous devons nous rendre dans les brumes épaisses, humides et secrètes de la lagune de Venise. Imaginez l'atmosphère lourde et salée de l'Italie entre les premières lueurs du XVIe siècle et le cœur battant du XIXe. Sur la petite île de Murano, entourée par des eaux sombres et silencieuses, se cache alors le complexe industriel le plus précieux, le plus surveillé et le plus impitoyable de toute l'Europe. À cette époque, un miroir n'est pas un banal objet utilitaire que l'on ignore en se brossant les dents. C'est un artefact de pouvoir. C'est un luxe inouï. Les plus fins, les plus grands, les plus purs miroirs du monde naissent ici, dans la chaleur suffocante et rougeoyante des fours vénitiens. Ils sont si rares et si convoités qu'ils valent, once pour once, bien plus cher que l'or pur ou que les navires de guerre. La fabrication de ces surfaces magiques n'est pas considérée comme un simple artisanat, c'est classé comme un secret d'État absolu. Le Conseil des Dix, l'organe politique suprême et redouté de la République de Venise, veille sur cette recette avec une paranoïa meurtrière. Les maîtres verriers de Murano sont des seigneurs sur leur île, couverts de privilèges, d'argent et de prestige. Mais ils sont avant tout des prisonniers d'État. Ils connaissent le secret, et ce secret est un fardeau de sang. L'histoire murmure, et les archives confirment, que les artisans qui cédaient à la tentation, ceux qui tentaient de fuir les frontières maritimes de Venise pour vendre leurs connaissances inestimables aux cours opulentes de France ou d'Angleterre, signaient leur arrêt de mort. Les agents vénitiens, des assassins froids et invisibles, les traquaient à travers toute l'Europe. Une ruelle sombre à Paris,
un coup de stylet silencieux, un corps jeté dans la Seine. On tuait sans la moindre hésitation pour protéger une technique de réflexion. Pourquoi un tel mystère? Qu'y avait-il de si vital, de si irremplaçable dans ce savoir-faire ancien? La réponse réside dans une alchimie brûlante, lente, toxique et presque vivante. Le procédé originel, protégé par le sang, ne ressemblait en rien à la pulvérisation industrielle, stérile et mécanique que nous connaissons aujourd'hui. C'était un acte de patience extrême. Dans le silence de leurs ateliers, les maîtres étalaient méticuleusement une très fine feuille d'étain sur une immense table de marbre parfaitement plane. Par-dessus ce métal solide, ils versaient avec une précision religieuse du mercure liquide. Ce métal lourd, brillant, fascinant, courait sur l'étain. Ensuite, la plaque de verre, polie pendant des jours entiers à la force des bras, était glissée sur ce bain métallique mortel. Le geste devait être d'une perfection absolue pour chasser la moindre bulle d'air invisible, le moindre grain de poussière en suspension. Et après cet effort titanesque, venait le vrai secret, le temps. On ne fabriquait pas un miroir en 1 heure. On attendait. L'œuvre était plongée dans une obscurité totale, écrasée sous des poids immenses. Les artisans attendaient des semaines, parfois de longs mois, dans le silence de Murano. Pendant ce temps infini, le mercure liquide et l'étain solide fusionnaient lentement, atome par atome, dans l'obscurité, pour former un amalgame cristallin unique au monde. Cette structure moléculaire particulière, née d'une gestation patiente, ne se comportait pas comme un bouclier rigide. Elle ne rebattait pas la lumière avec la froideur mathématique d'un mur. Au contraire, ce mariage d'étain et de mercure entamait une véritable conversation intime avec les particules de lumière. Il absorbait certains spectres durs, il filtrait certains rayonnements froids, et il adoucissait les angles. Le miroir de Murano ne crachait pas une copie clinique de la réalité. Il créait une interprétation. Il rendait une image imprégnée d'une luminosité organique. Un reflet chaud, frémissant, indulgent, texturé. Un reflet qui semblait respirer avec vous. Cette surface extraordinaire était le fruit d'un dévouement absolu. Un objet façonné par des mains humaines frémissantes, conçu exclusivement pour la perception des yeux humains. Mais l'histoire de notre monde moderne est l'histoire de la vitesse. C'est l'histoire de l'éradication de la lenteur. Notre monde industriel déteste viscéralement ce qui prend du temps. Il méprise ce qui requiert des mois de silence et d'attente. Il exècre ce qui ne peut pas être reproduit à l'infini et vendu à bas prix aux masses. Le grand point de bascule, le moment exact où notre reflet a été volé, s'est produit en 1835. Le coupable n'était pas un assassin vénitien, mais un esprit scientifique brillant et terriblement rationnel. Dans un laboratoire austère, le célèbre chimiste allemand Justus von Liebig met au point une technique qui va changer à jamais l'histoire de la conscience de soi. Il invente le procédé chimique, permettant de déposer une infime pellicule d'argent métallique pur directement sur la surface du verre. Plus de marbre, plus d'étain, plus de mercure liquide. Et surtout, plus d'attente. Fini les semaines sous des poids de pierre, fini les compétences extrêmes transmises de père en fils sous la menace de mort. Le nouveau processus est une réaction chimique fulgurante, incroyablement rapide et dérisoire en termes de coût de production. Très vite, cette technique va encore évoluer pour utiliser de l'aluminium pulvérisé sous vide, rendant le processus encore plus abordable, encore plus universel. Mais cette nouvelle technique, conçue pour l'efficacité industrielle, produit une image radicalement, ontologiquement différente. L'argent chimique et l'aluminium créent une surface réfléchissante d'une planéité géométrique absolue. Une surface morte, sourde et muette.
Elle ne converse plus avec la lumière. Elle ne l'absorbe pas. Elle repousse les photons, tous les photons, brutalement, violemment, avec une exactitude clinique, stérile, implacable. Ce n'est plus un reflet humain. C'est une copie exacte, tranchante et sans âme. Le miroir de Liebig montre exactement, au millimètre près, ce qu'une lentille d'appareil photo en verre et en métal montrerait. C'est l'œil d'une machine. Cependant, un changement d'une telle ampleur dans l'expérience quotidienne de l'humanité devait être justifié. Comment convaincre des populations entières d'abandonner la beauté chaude et veloutée de l'amalgame vénitien pour accepter la dureté clinique du métal pulvérisé? L'histoire officielle, celle qui a été imprimée dans les manuels, s'est construite sur une narration de peur et de vertu sanitaire. La justification officielle pointait du doigt la toxicité abominable du mercure. Et il faut admettre que sur ce point clinique, l'argument était effroyablement vrai. Le travail du mercure exigeait un sacrifice humain atroce. Les artisans de Murano absorbaient jour après jour les vapeurs invisibles et neurotoxiques du métal liquide. Le mercure s'infiltrait dans leurs poumons, dans leur sang, dans leur cerveau. Ils devenaient les victimes de ce que l'on appellera plus tard la folie du chapelier, un empoisonnement aux métaux lourds destructeurs. Leurs mains, autrefois capables de prouesses millimétriques, étaient secouées de tremblements incontrôlables et violents. Leurs dents se déchaussaient, leurs organes internes se dégradaient à petit feu, et leur esprit sombrait inévitablement dans des délires paranoïaques, des hallucinations terrifiantes et une folie débilitante. C'était le prix macabre de la beauté. La tragédie de l'artisan sacrifié à son art. La narration officielle clamait donc qu'il fallait absolument interdire l'ancien procédé au nom de la santé publique, au nom du progrès moral, pour mettre fin aux souffrances des verriers. Mais écoutez-moi bien, ne vous y trompez pas. Si la toxicité neurologique du mercure était une réalité indéniable, elle n'a servi que de paravent providentiel. Elle a été l'excuse parfaite, la justification morale brandie bien haut pour masquer la véritable, la seule et unique motivation de cette transition. La révolution industrielle et son appétit insatiable. Au cœur du XIXe siècle, le véritable moteur du changement mondial n'était pas l'empathie pour des artisans mourants à Venise, c'était la rentabilité mathématique. C'était le capitalisme de masse. Le problème majeur, le péché impardonnable de l'ancien miroir au mercure, n'était pas qu'il rendait fou. Son véritable crime, aux yeux des industriels, était qu'il n'était pas scalable. Il était organiquement impossible de le produire en masse. Impossible de l'accélérer. Impossible de le standardiser sur des chaînes de montage bruyantes. Et par conséquent, impossible d'inonder le marché mondial avec un produit réservé à une élite patiente. Le procédé d'argenture chimique de von Liebig, lui, était le rêve absolu de l'industrie. Il permettait la création d'usines titanesques crachant de la suie, produisant des milliers de plaques de verre par jour. Il permettait d'installer un miroir froid, bon marché, dans chaque maison bourgeoise, puis dans chaque maison ouvrière, dans chaque magasin, dans chaque rue du monde industrialisé. La transition s'est opérée sans heurts. La substitution a été complète. Le monde a applaudi la démocratisation de l'image de soi, incapable de réaliser ce qu'il venait de perdre à jamais dans cet échange marchand. Et c'est précisément ici que le drame historique se transforme en une tragédie psychologique intime. C'est ici que le sous-texte de cette histoire vous frappe en plein visage. Car lorsque vous changez radicalement la technologie de la perception, vous changez inévitablement, fondamentalement, la psychologie de l'être humain. Transportons-nous dans le présent. Pensez à votre routine, chaque matin. Pensez à ce moment, souvent solitaire et silencieux, où vous vous tenez debout sous la lumière fluorescente, cruelle et blanche de votre salle de bain moderne.
Vous vous retrouvez face à cette plaque de verre recouverte d'aluminium pulvérisé. Que voyez-vous? Le miroir moderne ne vous pardonne rien. Il ne connaît pas la pitié. Il supprime instantanément toute la chaleur naturelle, tout le sang, toute la vitalité organique de votre peau. Il accentue les contrastes de manière chirurgicale, soulignant chaque micro-détail, chaque ride de fatigue, la moindre asymétrie de vos traits. Il isole vos pores, amplifie les imperfections minuscules avec une clarté insoutenable, impitoyable. Ce que vous regardez tous les matins, en ressentant ce petit pincement d'insécurité, ce n'est pas votre apparence réelle telle qu'elle évolue dans le monde des vivants. Le coup de poing dans l'estomac, la grande révélation terrifiante, c'est de comprendre que le miroir moderne ne vous montre pas comment vous êtes. Il vous montre la façon dont une machine vous enxerga. Il dresse une carte topographique, morte et stérile, d'un terrain appelé votre visage. Mais l'œil humain ne fonctionne pas comme un capteur optique en aluminium. Notre cerveau organique ne perçoit pas les visages des autres comme une somme de défauts géométriques isolés et figés. L'œil humain fusionne les détails, il adoucit les lignes par le mouvement, il interprète les micro-expressions, il donne un contexte émotionnel. L'ancien miroir, avec son amalgame épais et mystérieux, reflétait cette perception humaine. Le nouveau miroir, lui, l'a annihilé. La connexion est brutale, directe et indéniable. L'épidémie moderne d'anxiété esthétique, cette obsession dévorante, chronique, paralysante pour nos moindres défauts, s'aligne avec une précision historique glaçante sur le moment exact où les anciens miroirs ont été déclarés éteints. Avant l'ère industrielle, le visage dans le miroir était une présence. C'était la confirmation silencieuse que vous existiez, une silhouette familière qui vous accompagnait. Mais en remplaçant la surface indulgente par une surface clinique, l'industrie a transformé le visage humain en un problème mathématique, une équation défectueuse qui devait absolument être résolue et corrigée. Et dès l'instant où des millions de personnes se sont réveillées chaque matin avec la conviction intime et douloureuse que leur propre reflet était insuffisant, que leur visage était un problème à régler, un marché aux proportions bibliques est né. La disparition du vieux miroir a directement enfanté l'industrie multimilliardaire de la cosmétique moderne, de la perfection artificielle et, plus tard, de la chirurgie plastique. On vous a arraché la surface qui vous regardait avec chaleur et indulgence. On l'a remplacée par une surface qui vous scrute froidement, comme au fond d'un laboratoire stérile. Et ensuite, machiavéliquement, on vous a vendu les onguents, les crèmes, les poudres, les injections et les bistouris pour masquer des failles que seul ce nouveau miroir microscopique était capable d'inventer et d'exposer avec une telle sévérité. L'industrie a créé la maladie par le changement technologique de l'optique, et elle a fait fortune en vous vendant sans fin le remède à votre propre angoisse. Le transfert est total et effrayant. Souvenez-vous des artisans de Murano. Souvenez-vous de la folie toxique qui rongeait leur corps, de leurs mains tremblantes à cause des vapeurs de mercure. Ils étaient physiquement empoisonnés par le processus de création de l'ancien miroir. Aujourd'hui, la folie n'a pas disparu. Elle a simplement traversé le verre. La folie est passée du créateur au consommateur. Ce n'est plus l'artisan qui est empoisonné, c'est l'esprit de la personne qui se regarde. C'est l'utilisateur moderne, tremblant d'anxiété devant l'inatteignable perfection clinique exigée par son reflet synthétique. Nous sommes les victimes d'une intoxication psychologique de masse. La pression constante, le doute de soi, le besoin compulsif de corriger, de filtrer, de modifier, tout cela découle de cette image froide, aplatie, qui a dépouillé notre regard de toute sa subjectivité rassurante. Car, au fond, quelle était la véritable magie, le véritable pouvoir perdu de la chimie vénitienne?
c'était la résolution émotionnelle d'une vérité oubliée. Les ingénieurs vous diront, avec l'arrogance de la science moderne, que les miroirs d'aluminium d'aujourd'hui sont infiniment plus précis pour la physique optique spatiale. Et sur le plan strict de la réfraction des photons, ils ont raison. Mais l'ancien miroir, le lourd miroir chargé d'étain et de mercure, était, lui, infiniment plus fidèle à l'expérience humaine. Il ne cherchait pas l'exactitude froide du cadavre, il cherchait la vérité frémissante du vivant. Il avait le pouvoir inouï de vous montrer la version de vous-même, telle que la perçoivent les gens qui vous aiment. Quand vous regardiez dans l'ancien miroir, vous ne voyiez pas la liste clinique de vos asymétries. Vous voyez la douceur de votre propre visage de la même manière que votre mère l'ensergeait. Vous voyez les contours bienveillants que vos amis reconnaissent en vous. Vous voyez, vibrant dans l'ombre et la lumière, la splendeur mystérieuse et chaleureuse de vos traits telle que la personne qui partage votre vie les contemple, dans le silence de la nuit, à la lueur dansante et incertaine d'une bougie. Le miroir ancien ne vous jugeait pas, il vous accompagnait. Ce savoir pratique, d'une profondeur inouïe, peaufiné pendant 4 siècles dans le sang, la sueur et le secret des lagunes, a été effacé de la surface de la Terre. Il s'est perdu à jamais, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que des usines avides de profit ne pouvaient pas le répliquer sur des chaînes de montage industrielles à un rythme effréné. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes laissés avec une constatation terrifiante, un éveil douloureux. Nous avons grandi, nous avons façonné notre estime de nous-mêmes, nous avons construit toute notre identité visuelle et notre rapport au monde en observant une image qui a été optimisée, non pas pour nous refléter, mais pour être clinique, froide, morte et générer du profit. Nous avons passé nos vies à essayer de plaire à une machine. On vous a tendu un reflet et on vous a dit que c'était la vérité. Que nous a-t-on donné d'autre que nous n'avons jamais pensé à remettre en question ?